Bonjour à tous, bienvenue dans le quart d'heure psy. Je suis Sonia de Psyéco, je suis psychologue clinicienne et pendant les 15 prochaines minutes, nous allons mettre un coup de projecteur sur une question psy ou une thématique ciblée. Aujourd'hui, nous allons parler de bienveillance parce que j'aimerais partager mon point de vue à ce sujet. Alors pas parce que je prétends détenir la vérité absolue, mais parce que j'aimerais en proposer une lecture alternative. Ce que je vais dire n'engage donc que moi, c'est une opinion personnelle que je m'apprête à vous partager. Quand on entend bienveillance, on pense spontanément à la gentillesse, à la douceur, à l'empathie, et c'est évidemment très bien. Pourtant, j'ai le sentiment que ces derniers temps, la bienveillance sert davantage à celui qui la revendique qu'à celui qui la reçoit. Alors bien sûr, vouloir préserver l'autre est une intention noble, mais j'ai l'impression qu'un glissement s'est opéré, qu'on confond de plus en plus le fond et la forme. Soigner la forme, c'est-à-dire la manière dont on s'adresse à quelqu'un, est essentiel, mais dire les choses avec douceur et délicatesse semble ne plus suffire aujourd'hui. Il ne faut plus seulement dire gentiment, mais dire uniquement des choses gentilles. Il faudrait aussi que le propos soit lisse, sans aspérité, sans opposition, de sorte qu'on tend vers des interactions consensuelles et aseptisées, où l'opposition et le débat sont exclus. Or, selon moi, penser librement, défendre ses idées et échanger sincèrement implique forcément, à un moment ou à un autre, d'accepter un certain frottement qui fait avancer la réflexion. À l'origine, la bienveillance était veiller au bien, le bien de l'autre, mais aussi celui de toute la société. Et ce bien-là s'inscrivait dans une logique de long terme. Il ne s'agissait pas seulement de préserver le confort immédiat, mais d'accompagner ce qui construit, ce qui élève. Dans ce sens, être bienveillant n'a jamais été une question de forme, c'est d'abord une question de fond. C'est oser bousculer l'autre si c'est nécessaire, lui dire ce qu'il a besoin d'entendre pour son bien. Parce que la véritable bienveillance n'est pas qu'un vernis de gentillesse, c'est comprendre que oui, certains mots peuvent faire mal quand ils sont dits avec violence, mais qu'il y a aussi des mots qui font mal parce qu'ils ne sont pas dits alors qu'ils devraient l'être. J'en suis donc venue à avoir le sentiment que ce glissement de la bienveillance s'est transformé en quelque chose de plus confortable, en une sorte de prétexte pour éviter de s'impliquer vraiment auprès de l'autre. Parce que si tout se limite à dire des mots doux sans jamais oser toucher ce qui fâche, ce qui bouscule, alors on ne veille plus sur l'autre. On reste à la surface, on est un beau parleur, mais pas un veilleur. Et je me suis demandé, comment en est-on arrivé là? Par quel mécanisme la bienveillance est-elle passée d'un acte de bonté à une posture qui freine l'action, qui met les émotions entre parenthèses et produit un discours tellement lisse qu'il finit par perdre sa substance? Et comment est-elle devenue pour certains une manière de se rassurer sur sa propre bonté, davantage qu'un soutien réel pour ceux à qui elle est destinée? À mon sens, la première explication de ce glissement, c'est le rejet global des limites. Je m'explique. Le point de départ de ma réflexion a été la définition même du mot bienveillance, qui signifie littéralement vouloir le bien. Alors naturellement, je me suis demandé ce qu'est exactement ce bien. Je synthétise parce que c'est toute une question philosophique, mais on appelle bien ce qui contribue à l'épanouissement réel, à la liberté intérieure et à la dignité d'une personne. Et pour le dire simplement encore, aider une personne à s'épanouir et grandir en liberté intérieure, c'est l'aider à prendre de bonnes décisions pour elle-même. Parce que la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut ni vivre sans contrainte, mais c'est la capacité à orienter sa vie dans la bonne direction. Et ce sont ces bonnes décisions qui rendent l'épanouissement possible. Donc première chose, vouloir le bien de quelqu'un, c'est le soutenir dans des choix qui lui seront bénéfiques sur le long terme. Or, décider efficacement suppose une condition essentielle, voir la réalité telle qu'elle est. Et voir la réalité telle qu'elle est, c'est précisément ce qu'on appelle la vérité. Donc la vérité, c'est la conformité au réel. Autrement dit, vouloir le bien de l'autre suppose de s'ancrer dans le réel, c'est-à-dire de tenir compte de ce réel. Quand on fait des choix, si on oublie de tenir compte de la réalité, c'est la dimension même de la vérité qu'on laisse de côté. Donc nos choix ne sont plus vrais, on prend le risque qu'ils soient faux ou erronés. Et ces choix peuvent donc correspondre à notre volonté personnelle, mais ils ne sont plus compatibles avec ce qui existe réellement. Il leur manque une donnée essentielle. Et si je vous dis tout ça, c'est pour vous expliquer mon point de vue. Je pense que la bienveillance souffre aujourd'hui de cette absence de vérité, de cette mise à l'écart du réel. Et je comprends pourquoi. Ce réel est plus fort que nous. Il se fiche de nos envies, de nos peurs, de notre ressenti. Il existe indépendamment de tout ça. En un mot, le réel est une limite. Évidemment, c'est contrariant. Mais si être bienveillant, c'est accompagner l'autre vers ce qui est bon pour lui, ça doit se faire dans la reconnaissance des limites que la réalité impose. Et par moments, forcément, ça peut créer des oppositions, voire du conflit, ou au moins des discussions peu agréables sur le fond. Prenons un exemple. Valentin a 4 ans, il est très timide et il refuse de saluer l'oncle Marcel. Dans une bienveillance dévoyée, sa maman se contenterait de valider son ressenti et d'excuser son comportement. Mais la vraie bienveillance, elle, consisterait à rappeler à Valentin avec fermeté et clarté que certaines règles sont indispensables à son intégration sociale et à son apprentissage.
On voit que le réel doit constituer une limite pour Valentin. Ce réel, c'est que nous sommes des animaux sociaux qui vivons selon des codes et des règles communes dont la politesse fait partie. Qui sera Valentin à 15 ans si on ne lui a jamais appris qu'il existe une réalité extérieure à lui, supérieure à son ressenti? Comment s'intégrera-t-il socialement, professionnellement, relationnellement si on ne l'a jamais encouragé à dépasser son ressenti personnel pour s'adapter aux règles communes qui régissent tous ces aspects de la vie humaine? De même, dans une entreprise, un alternant qui commet des erreurs doit être encouragé et soutenu, bien sûr, mais il faut aussi lui dire ce qui ne va pas. C'est ça être bienveillant. Lui permettre de corriger ses pratiques pour atteindre un résultat correct, utile pour sa vie professionnelle future. Et même si le fond n'est pas agréable à entendre, c'est la vérité qui permet de progresser et donc œuvre à son véritable bien. Selon moi, la bienveillance est donc un exercice beaucoup plus délicat qu'on l'imagine. Elle repose sur un équilibre subtil. D'un côté, l'objectivité d'une situation, le réel, et de l'autre, la subjectivité de la personne qui traverse cette situation. Dans cette perspective, prendre en compte les limites n'est pas une forme de violence, au contraire, c'est une manière de prendre soin. Et j'ai l'impression que c'est là que le bas blesse. Comme si imposer une limite, remettre du réel dans l'équation, était désormais perçu comme une agression. Bon, il faut dire qu'on sort de périodes où le ressenti des individus était largement méprisé. Et heureusement, on a évolué sur ce point. Et j'ai le sentiment qu'on a basculé dans l'excès inverse. Aujourd'hui, la norme semble être la validation inconditionnelle de l'expérience intime de chacun, parfois au détriment de la réalité. Comme si ce que quelqu'un ressent, pense ou perçoit était devenu une vérité en soi et que le réel, lui, passait au second plan. Mais d'où vient ce refus de reconnaître que le réel puisse être supérieur à la subjectivité, au point qu'on en finisse presque par l'ignorer? À mon sens, ça s'explique en partie, parmi d'autres facteurs bien sûr, par l'héritage de la déconstruction postmoderne des institutions et des grands récits. Bon, cette déconstruction n'est pas née de nulle part. Il y a eu des abus, des dérives qui ont érodé la confiance dans les discours institutionnels. On peut donc comprendre pourquoi elle a émergé. Mais elle a aussi une conséquence importante. Elle a fragilisé l'idée même d'une autorité extérieure. Les règles, la loi, les limites sont de plus en plus perçues comme des constructions arbitraires, des instruments de domination, et dans ce contexte, toute tentative d'énoncer une norme qui s'imposerait au-dessus de la volonté individuelle paraîtrait immédiatement suspecte, presque illégitime. Donc voilà, je pense que la bienveillance a commencé à être dévoyée avec ce mouvement de déconstruction. Parce que les limites, celles du réel, de la loi ou simplement de l'objectivité, renvoient inévitablement l'individu à une forme d'autorité. Elle lui rappelle que non, on ne peut pas tout faire ni tout vivre simplement au gré de son désir. Ces limites incarnent une altérité. Et c'est précisément ce qui dérange dans une époque qui encourage chacun à croire qu'il est le maître absolu de son identité, de son corps et de son ressenti. Le réel vient briser cette illusion de toute puissance. Il retire à l'individu ce monopole. Alors parfois, on préfère faire comme s'il n'existait pas. Mais c'est là que le paradoxe apparaît. C'est notre propre bien qui s'en trouve affaibli, parce qu'il ne peut pas y avoir de vrai bien sans ancrage dans le réel. Et ce faisant, c'est la bienveillance elle-même qui finit par souffrir. Voilà donc le premier point de basculement pour la bienveillance, le rejet général des limites. Le deuxième glissement, je le vois comme une conséquence directe du premier. Si la tendance est au rejet des limites, alors forcément, il ne faut pas être celui qui les formule, parce que celui qui pose une limite risque d'être immédiatement perçu comme celui qui incarne la loi, donc la domination. Et c'est là qu'entre en scène le fameux non-jugement qu'on entend partout. Alors j'ai un exemple qui est un peu sensible, mais qui me paraît assez évident et nécessaire, parce qu'il illustre bien ce point, mais aussi l'ensemble de ce que je veux dire sur la bienveillance, c'est la question de l'obésité morbide. Et je parle bien d'ici d'obésité sévère et non pas d'un simple surpoids. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent de jeunes femmes mesurant, je sais pas, 1,60 m et pesant largement plus de 150 ou 180 kilos. Et leur espace commentaire est inondé de compliments, leur disant qu'elles sont magnifiques, qu'elles ont raison de s'assumer, qu'elles sont admirables, etc. Bref, les encourageant. Mais à mes yeux, c'est pas de la bienveillance, c'est de l'auto-valorisation. C'est utiliser la personne et le concept même de bienveillance pour se mettre soi-même en scène, pour dire implicitement: voyez comme je suis quelqu'un de bien qui ne juge pas. Et là où vraiment, pour moi, on tombe carrément dans l'hypocrisie, c'est que la question de l'obésité leur permet de renvoyer une image d'elles-mêmes d'autant plus vertueuse qu'elles savent très bien que cette question a toujours été considérée comme difficile. Comme si elles tiraient une forme de prestige moral en adoptant la position inverse. Leur bienveillance affichée n'est pas tournée vers la personne concernée, mais vers l'image d'elle-même qu'elle cherche à projeter. D'ailleurs, des vidéos de micro-trottoirs ont circulé à ce sujet. On y montre des photos de femmes en obésité morbide à des passantes, puis on leur pose 3 questions. D'abord, quelle note lui mettrais-tu sur 10?
La plupart répondent 9 ou 10 en expliquant qu'elles sont magnifiques, qu'elles sont belles, qu'elles ont confiance en elles, qu'elles s'assument, etc. Ensuite, on leur demande: «Et toi, quelle note te donnerais-tu?» Généralement, elles répondent 6 ou 7. Et enfin, on leur demande: «Échangerais-tu ton corps avec elle?» Et là, toutes, mais sans exception, répondent non, alors même qu'elles ont attribué à cette femme une note plus élevée qu'à elles-mêmes. Et l'intervieweur souligne ensuite, évidemment, cette contradiction qui montre toute l'hypocrisie qui se cache derrière ces compliments. Ce que je veux dire, c'est que la bienveillance ne consiste pas à se mettre en valeur soi-même, mais à vouloir réellement le bien de l'autre. Et on ne veut pas le bien de quelqu'un lorsqu'on encourage une situation, en l'occurrence l'obésité morbide, qui met objectivement la santé de la personne en danger. Alors bien sûr, il ne s'agit en aucun cas de remplacer ces messages par des insultes ou des critiques blessantes. La méchanceté n'est jamais souhaitable. Mais l'encouragement ne l'est pas davantage, parce qu'encourager quelque chose qui fait du mal à l'autre, c'est de la négligence déguisée en gentillesse. Donc on en arrive au cœur de ce deuxième point, l'apologie du non-jugement qui prospère parfaitement dans l'ère narcissique qui est la nôtre. Dans un contexte où on nous encourage à nous mettre en scène, j'ai l'impression qu'elle est devenue, comme beaucoup d'autres choses, un instrument de valorisation personnelle, une parure plus qu'une vertu, une manière d'être vue, appréciée, reconnue, plutôt qu'un véritable geste tourné vers autrui. Être décrit comme bienveillant semble être devenu une fin en soi, un marqueur social, une forme de capital narcissique. Ce n'est plus nécessairement le bien de l'autre qui guide nos actions, mais l'image qu'on veut renvoyer. Le cas typique, c'est le compliment offert non parce qu'il est juste ou utile, mais parce qu'il montre au monde à quel point on est gentil, ouvert et empathique. Je vous cite un autre exemple parce que j'aime bien les exemples. Il y a une émission assez connue de témoignages. La présentatrice est très sympathique et d'ailleurs elle est souvent applaudie pour sa bienveillance. Et je me souviens d'un épisode en particulier, alors je crois qu'il parlait d'escroquerie en ligne, de personnes victimes de brouteurs, de ce genre de choses. Et la présentatrice voulait absolument faire dire à la psychologue que les invités, qui venaient donc raconter comment ils avaient été piégés, l'avaient été parce qu'ils étaient des gens forts. Je me souviens qu'elle insistait vraiment beaucoup, c'était presque caricatural, parce que la psychologue n'allait pas dans son sens, même si elle ne la contredisait pas non plus frontalement. Alors peut-être que c'est mon interprétation, mais j'avais vraiment l'impression que la présentatrice tenait coûte que coûte à dire quelque chose de valorisant, ce qui est une intention louable au demeurant, sauf que là c'était faux. Ces personnes avaient été escroquées parce qu'elles traversaient une période de vulnérabilité, ce qui est précisément l'inverse de la force. Et c'est normal et ça peut arriver à n'importe qui. Mais l'idée c'est que faire un compliment qui contredit le réel, ce n'est pas de la bienveillance, c'est de l'autopromotion. Donc, pour en revenir au non-jugement, je pense que le lien entre tout ça, donc entre l'apologie du non-jugement et l'ère narcissique, tient à quelque chose de très simple. Juger signifie littéralement dire la loi. Et comme je le disais, dès qu'on pose une limite, qu'on exprime une opinion qui contrarie ou qui rappelle une vérité un peu dérangeante, on devient celui qui dit la loi, c'est-à-dire celui qui juge. Or, dans une époque frileuse vis-à-vis de l'autorité et qui valorise le désir et le ressenti individuel de manière excessive, dire la vérité est discréditant, ce qui construit une nouvelle norme implicite qui consiste à ne jamais juger ni critiquer. Bien sûr, critiquer gratuitement sans but ou sans valeur constructive n'a jamais été souhaitable, mais il ne faut pas non plus radicaliser le non-jugement et en faire une sorte d'obligation morale. Parce que si on évite les discussions franches, qu'on préfère des platitudes douces plutôt qu'une vérité nécessaire, simplement pour préserver son capital narcissique, comment grandira-t-on les uns les autres? Et enfin, voici un troisième point lié à l'ère narcissique. Je pense que le dévoiement de la bienveillance tient aussi à la primauté de l'immédiateté dans notre époque. La glorification du tout de suite. Dans un monde où tout est très rapide et agréable, la bienveillance a vite fait d'être réduite à un plaisir instantané. Un compliment, un like. On perd alors la dimension long-termiste qui fait la vraie valeur de la bienveillance, celle qui vise réellement le bien sur la longue durée. Tout cela a des conséquences concrètes. La première, c'est que la bienveillance pourrait en venir à se réduire à ne jamais déplaire, et ce au détriment du véritable bien de l'autre. La seconde, c'est qu'à force d'avoir peur d'être perçu comme malveillant parce qu'on pose un jugement, parce qu'on dit la loi, on risque de finir par vider les actes de leur valeur morale, de peur qu'on en vienne à considérer que critiquer l'acte posé par une personne, c'est diminuer la valeur de cette personne. Par exemple, on pourra craindre de dire à Marine qu'elle a posé un acte maladroit, de peur qu'on nous accuse de dire que Marine est incompétente. On risque alors de perdre nos repères communs, ces repères extérieurs pourtant essentiels au bien-être d'une société. Car si chacun définit sa propre loi morale, c'est l'anarchie. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres conséquences que je trouve particulièrement inquiétantes. Tout ça a des conséquences concrètes. La première, évidemment, c'est que la bienveillance pourrait en venir à se réduire à ne jamais déplaire, et ce au détriment du véritable bien de l'autre. La seconde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
c'est qu'on risque de finir par vider les actes de leur valeur morale et donc à perdre nos repères communs qui sont pourtant des repères extérieurs essentiels au bien-être de la société. Car si chacun définit sa propre loi morale, c'est l'anarchie. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres conséquences que je trouve particulièrement inquiétantes. Ce qui me chiffonne dans ce dévoiement de la bienveillance, c'est d'abord ce qu'elle éteint dans la relation à l'autre. Lorsqu'elle devient une excuse pour ne plus formuler la moindre critique, pour ne plus dire ce qui ne va pas ou pour justifier l'inaction et l'absence de critique constructive, elle empêche toute relation authentique. Ce qui m'embête aussi, c'est qu'elle fait fi d'une réalité fondamentale qui est celle du mal. Je sais que c'est une question délicate à laquelle on n'aime pas penser, mais le mal existe. Il est à l'extérieur de nous, dans le monde et dans les comportements d'autrui, mais il est aussi en nous, dans nos désirs, dans nos faiblesses et dans nos erreurs. Et c'est ça la vérité, c'est ça le réel. La fausse bienveillance, en rejetant l'idée de limite et en cherchant avant tout à protéger le narcissisme plutôt qu'à promouvoir le bien, nie inévitablement l'existence du mal. Refuser de poser la loi ou dénoncer une limite suppose de prétendre qu'elle est superflue. Si je ne la dis pas, c'est qu'elle n'est pas nécessaire. Si elle n'est pas nécessaire, c'est parce que le mal n'existe pas. Ainsi, cette forme de néo-bienveillance refuserait non seulement de nommer le mal, mais pire encore de le penser, alors même qu'il continue d'agir. Et si le mal est nié, comment espérer le surmonter? Comment grandir si personne ne nous invite à dépasser nos faiblesses, si aucune limite ne nous contraint à affronter la réalité de nos erreurs? Puis cette distorsion de la bienveillance a aussi, je pense, des conséquences sur la manière dont nous vivons nos émotions. La colère, par exemple, est une émotion naturelle. Elle surgit quand on se sent menacé, injustement traité ou en danger. Elle nous invite à prendre position, à dire ce qui ne va pas et à défendre nos limites. Or, si la critique devient suspecte et que le non-jugement est poussé à l'extrême, la colère a vite fait d'être stigmatisée, refoulée ou culpabilisée. Et que devient une société où on intègre qu'une émotion naturelle n'est pas souhaitable? Une société en mal-être à grande échelle. Car comme le dirait Bauban, ce qui ne s'en va pas danser au bord des lèvres s'en va hurler au fond de l'âme. Une société de violence aussi, où finalement plus rien n'est condamnable, donc tout est permis. Même le pire. On nous apprend à éviter le conflit, à édulcorer nos propos pour ne pas heurter l'autre, alors que prendre position, c'est forcément risquer de s'opposer, de se heurter, de provoquer un désaccord. Or, c'est précisément ce risque qui est nécessaire pour construire un lien véritable et pour se confronter à la réalité. C'est dans l'échange, parfois conflictuel, que naît la compréhension, l'apprentissage et la transformation. Ainsi, la bienveillance dévoyée ne protège pas, elle anesthésie, elle empêche de penser le mal, d'affronter nos émotions et celles des autres, et d'agir en vérité. La véritable bienveillance, au contraire, ne craint pas le conflit ni la critique. Elle reconnaît le mal et les limites, elle encourage la confrontation constructive et permet de grandir ensemble, dans la réalité et non dans l'illusion d'un monde parfaitement doux et confortable. Donc pour conclure, que dire? Eh bien, soyons bienveillants, mais pour de vrai. Pas pour nous-mêmes, mais pour l'autre, pour les autres. Continuons d'encourager, d'aimer, d'accompagner, mais faisons-le en vérité, en nous ancrant dans le réel, en reconnaissant l'existence des limites, des lois, de la morale. Continuons bien sûr à faire des compliments, d'avoir le petit mot gentil qui fait plaisir juste comme ça pour faire du bien à l'autre, sans objectif de croissance derrière, c'est bon de le faire. Mais pour les plus grandes choses, pour celles qui auront un impact sur sa vie, sur notre vie, ayons à cœur de grandir et de voir grandir les autres. Sans tomber dans le paternalisme, mais en cherchant du mieux que nous pouvons, ce juste équilibre entre l'expérience vécue et la réalité qui la traverse. En somme, soyons de bons veilleurs, lucides, courageux et véritablement altruistes. C'est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à le commenter, à le partager et abonnez-vous à cette chaîne pour un prochain épisode. À bientôt!